Puis on rappelle qu'il y a des chocolats chauds, des muffins juste à gauche grâce au contact des peuples. Just a reminder that we have muffins and hot chocolate thanks to the People's Potato. Ce soir, c'est moi, Jaggy, avec Robin qui va co-animer. Ça c'est une vigile annuelle. Ça c'est la 5e année qu'on fait cette vigile. C'est un moment très important. Le vigile ici a commencé pour plusieurs raisons. En 2010, il y a un forum contre le brutalité policière, l'impunité policière qui était organisé ici à Montréal, à Parc Extension. Il y a un panel pendant ce forum avec les membres des familles qui sont victimes des violences policières, membres des familles avec quelqu'un dans leur famille qui était tué par les policiers. La famille Benès, famille Villanueva, registre, etc. Et ces familles ont souligné l'importance d'être ensemble, de commémorer la mémoire de leurs proches, et aussi de toujours dénoncer la brutalité policière. Alors pour cette raison, on a commencé les vigiles, ça fait, comme j'ai dit, 5 ans. Mais il y a une autre raison aussi, c'est parce que c'est dans le cadre des manifestations, des vigiles, des événements comme ça, partout les États-Unis. Le 22 octobre, c'est une journée nationale aux États-Unis depuis 1996. C'est une journée pour dénoncer la brutalité policière, pour dénoncer ce qu'aux États-Unis ils appellent la criminalisation d'une génération, surtout des minorités visibles, surtout des minorités noires aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on n'est pas seul, bien sûr, on est tous ensemble, même si c'est un peu froid, mais on n'est pas seul parce qu'il y a à peu près 77 autres événements et manifestations partout les États-Unis, de Californie jusqu'à New York, à Texas jusqu'à Minnesota. Il y a des manifs partout les États-Unis aujourd'hui, incluant à Ferguson, Missouri, où il y a des débordements, il y a des soulèvements cet été. Aussi, à part de les 77 manifestations aux États-Unis, nous sommes ici à Montréal, comme on fait chaque année depuis 5 ans. Et aujourd'hui, il y a aussi une manifestation, une vigile comme ça à Québec. Et on va parler de pourquoi à Québec, ils sont en train de faire cette manif. Alors voilà quelques introductions. Je vais tourner à Robin pour donner une introduction aussi. Thank you everybody for coming. Today we're here as really part of an initiative. This is the 5th year that we've done a vigil or a commemoration of the people killed at the hands of the police. This came out of something that happened in 2010 at the Forum Against Police Violence and Impunity that brought together the families of Killin, Anas Benis, Ben Matson, and Gladys Tolley, and Claudio Castagnetta. And what ended up coming out of this was really a desire for families to be more in touch with each other about the similar injustices that happen when people die at the hands of the police. Out of this sort of came the idea to do what ended up becoming an annual vigil on the 22nd of October. And this date is important because it's actually the National Day of Protest in the United States, organized by the October 22nd Coalition to Stop Brutality, Repression, and the Criminalization of a Generation. And this has been happening every year since 1996. There's also 77 other actions like this happening all over the world, many of them in the United States, including in Ferguson, in Texas. There's also one happening in New Zealand, and this year there's also one in Quebec City. And we're going to have some speakers that will outline the importance of why they're doing that in Quebec City this year as well. This year we're also denouncing the recent police killings of Eric Garner in New York City, John Crawford in Beaver Creek, Ohio, and Mike Brown in Ferguson, who are all black men who were murdered by the police this year, and in solidarity with the grassroots African-American organizations in the United States, asserting that Black Lives Matter and highlighting the importance of really understanding anti-black violence at the hands of the police. Here today, we're here to honor Anas Benis, who was killed in 2005, December 1st, Claudio Castagnetta, who was killed September 20th, 2007, Ben Matson, who was killed on May 12th, 2002, Jean-François Nadro, who was killed on February 16th, 2012, Killin Registre, who was killed October 18th, 2007, Gladys Tolley, who was killed October 5th, 2001, and Freddie Villanueva, who was killed by the police August 9th in 2008. And we're also joined by Jordi Clayman, who's here to talk about Daniel Sartre, who was killed in New York by the police. We're going to have many speakers today talking about the different family members, as well as people reading statements for those that could not be here this year. And the first person that we're going to have speaking right now is Julie Matson.
I want to thank everybody for coming out. It's always so nice to see so many lovely faces. It really means a lot to me. My name is Julie Matson, and my dad, Ben Matson, was killed without reason by the Vancouver Police Department in May of 2002. What began as a verbal dispute over a parking spot ended in his senseless death. He was beaten and kicked to death, choking on his own vomit while being restrained in the prone position. Losing a loved one is one of the hardest things to go through, but losing them in such a violent, surreal way is beyond imagination, especially at the hands of those we are led to believe are here to serve and protect. Throughout the process of dealing with my dad's death, from the initial investigation through to his public inquest, I couldn't ignore the blatant use of profiling, be it class, race, or otherwise, and the continual upholding of systemic impunity and privilege that the police have. I represented my family in his public inquest, and it was, every day, 8 days, I looked at every cop that killed my dad. I asked them very specific questions about their body weight and their use of restraint and force on him. And it blew my mind just how they dealt with me and just looked at me and just, it was like every day I shook my head. I'm like, this is what our taxpayers are paying for. Like, this is what our tax-paying dollars go to, and it's a total scam. Like, just, okay, I'm gonna get back to my notes here. So I'm fortunate enough to have found an amazing group of friends within the other families and supporters that have united to speak out against police violence and impunity. As you heard, we all met on a panel, and it was a pretty amazing panel to be part of because it was the first time that I was with a bunch of people that I've never met before, that I didn't have to explain anything, that we all just looked at each other and just got it. And it was like so moving that we decided to come together as a coalition and do this every year. One of our main focuses is to commemorate the lives of our loved ones and demand an end to police violence. Whether the killings were a week ago, a year ago, a decade ago, or 3 decades ago, it doesn't matter. We're here to honor the memories of those who have been killed at the hands of the police. As each year passes, the list of victims grow, and we need to figure out other options than police violence. We need other strategies of harm reduction on our streets. We need better ways to deal with people suffering from mental health issues than the police. Our society needs a better way to care for the vulnerable people with support and compassion rather than with violence and weapons. I've seen firsthand, we've all seen in the news even, firsthand how proposed solutions become the next wave of tools of death and injury, such as the use of tasers. We need to identify that the problem is not crime, the problem is not violence, the problem is police unjustly killing and injuring people. And in light of today's crazy tragedies, unfortunately one of our family members couldn't be here with us because she was trapped by all the traffic in Ottawa. But in light of all the craziness happening in Ottawa, I fear for increased militarization of our country as a result of that, ultimately leading to an increased violence to those that are othered by society. And I'm kind of dreading, I'm sure we are all dreading what is going to happen as a result of this, and in ways that probably the general public aren't thinking about. We need radical solutions for these radical problems. I am calling for the police to be disarmed and for a ceasefire on our streets. We need less violence and more compassion in our streets. And we need to come up with better solutions for what is happening out there and better ways to look at the things that are making our world we live in just kind of a, pardon my language, really fucked up place. And really, thank you so much for being here, because it really means a lot to the families to see that what we're doing is heard and supported by our friends and loved ones. Thank you so much. Merci, Julie. Je veux juste annoncer en français les choses que Rob a dit avant concernant pourquoi nous sommes ici, parmi les différentes raisons déjà énumérées par Julie. Mais cette année, on dénonce particulièrement les morts récentes aux mains de la police de Eric Garner à New York, John Crawford à Beaver Creek, Ohio et Mike Brown à Ferguson, Missouri. C'est tous des hommes noirs assassinés cet été par la police aux États-Unis. On est ici en solidarité avec les revendications des organisations de base afro-américaines aux États-Unis
qui affirme, en anglais on dit Black Lives Matter, les vies noires comptent. Je veux aussi mentionner qu'on a plusieurs photos ici. Différentes photos représentent les personnes tuées par la police au Québec, à Montréal, dans le cas de Ben Matin à Vancouver. Mais j'ai remarqué aussi, et c'est important de mentionner, peut-être on va avoir un discours aussi, des autres photos, des photos des jeunes Mexicains. C'est 43 étudiants et étudiantes disparus au Mexique. Disparus ou tués par la police aux mains de la police du Mexique. Alors, il y a eu une manif avant et je dis bienvenue à toutes ces personnes et peut-être pendant les autres discours, quelqu'un pourrait approcher ici pour assurer qu'on n'a plus de contexte qu'on est dans cette situation. Mais on va continuer. Puis, une des familles qui est représentée par notre coalition, c'est la famille Villanueva. La famille Villanueva est représentée par un de leurs amis, un de militants de Montréal-Nord qui a travaillé avec la famille Villanueva, Narges Mustapha de Montréal-Nord République. Alors, je passe la parole à Narges. Ben, bonsoir tout le monde. Ça fait toujours du bien de voir qu'il y a encore du monde qui se présente encore à chaque année parce que la réalité reste telle qu'elle. Il y a encore des abus, il y a encore mort d'hommes. Donc, on est encore là aujourd'hui pour dire que non, nos discours ne vont pas être étouffés. Non, on va continuer, c'est-à-dire qu'on va continuer à passer à l'action, on va continuer à être solidaire avec les familles, avec les victimes. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que Freddy est mort à cause de l'agent Jean-Loup Lapointe. Et le temps passe réellement vite, mais on regarde aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est encore la même réalité. Et malgré la pression populaire, malgré qu'il y a eu une enquête publique, malgré que le frère aîné de Freddy a pu rester au Canada finalement, ben, je pense qu'il n'y a pas eu gain de justice. On n'a pas eu de justice encore. Parce que Jean-Loup Lapointe est encore dans la rue, il est encore armé. Donc, il n'y a vraiment pas eu de justice. Donc, malgré tout ça, c'est comme si le système nous dit « Ouais, vous avez eu une enquête, maintenant fermez-la, mais on ne va pas se la fermer. » Je pense qu'on va continuer à se mobiliser, à sensibiliser les gens autour de nous, à parler des cas d'abus policiers, de brutalité policière, de meurtres policiers. Et voilà. Ben c'est ça, je pense que vraiment, tant qu'il va y avoir, tant que l'impunité va continuer, tant que l'impunité va persister, ben, les abus policiers vont continuer aussi. Puis, ben voilà, donc j'aimerais ça qu'on prenne quand même une petite minute de silence pour Freddy, pour toutes les victimes d'abus policiers, que ce soit ici à Montréal, au Québec, partout dans le monde, toutes les gens qui vivent cette répression-là quotidiennement. Donc, une petite minute de silence à la mémoire, à la vie de tous ces gens-là. Merci, Narges. Thanks, Narges. Next, we're going to be having just a quick word from Josiane, who's going to be speaking about Jean-François Nadreau, who was killed by the Montreal police in Hochelaga in 2012. C'est Josiane qui va parler pour Jean-François Nadreau, qui a été tué par la police de Montréal, par la SPVM en 2012. Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont là. En fait, je n'étais pas vraiment préparée à parler aujourd'hui, mais je vais quand même vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai appelé le 911 quand mon copain était en état de crise et qu'il se coupait. À la place d'être des ambulanciers qui sont arrivés chez nous, c'est 5 policiers armés jusqu'aux dents qui sont arrivés. Et ça l'a énervé mon chum encore plus alors qu'il fallait faire le contraire.
Il y avait une arme de collection dans la maison. Il a couru, il est allé la chercher en leur criant de s'en aller. C'était pas, il n'y avait pas ça à la maison pour s'en servir, c'était même pas aiguisé. Ils ont juste été très impressionnés probablement en le voyant. En réalité, c'est ce qu'ils disent, mais je pense pas que ça puisse être si impressionnant quand on est 5 policiers armés jusqu'aux dents, 5 armes à feu contre une arme blanche qui n'est pas aiguisée, donc ça fait aucun sens. JF, c'était un bon papa pour sa fille, il y avait une famille, puis on l'aime toujours, puis c'est ça. On voulait juste dire merci, puis solidarité à toutes les personnes décédées et à toutes les familles des victimes. Merci. Merci, Josiane. Il y a des proches et des membres de famille qui sont ici, qui parlent. Je sais qu'il y a d'autres membres de famille qui sont dans la foule aujourd'hui qui préfèrent de rester plus discrètes. Il y a aussi des membres de famille qui peuvent être ici avec nous aujourd'hui, mais qui sont ici en solidarité, qui envoient leur message, comme Liliane Villanueva, comme Khadija Benis, par exemple, qui était ici au début de cette vigile aujourd'hui. Khadija, c'est la sœur de Anas Benis. Elle habite au Maroc, mais elle est ici pour quelques jours, puis elle est venue aussi pour parler dans le monde de solidarité, Julie et d'autres personnes. Malheureusement, Bridget Tolley, qui est membre clé de la coalition, comme Robin a expliqué en anglais, elle ne peut pas venir aujourd'hui à cause des problèmes à Ottawa-Gatineau. Elle habite à Gatineau, problème aujourd'hui avec le trafic, etc. Comme j'ai mentionné, aujourd'hui, pendant qu'on fait notre vigile aujourd'hui, il y a une manifestation à Québec. Les amis de Claudio Castangheta, tués à cause des actions de la police à Québec, il est toujours avec la coalition, mais cet été, on a appris les nouvelles concernant un homme à Québec, Guy Blouin, qui était écrasé par un char de la police à Québec. Alors, pour parler de ces deux cas, j'appelle à François, qui est un membre de le collectif Fraternité policière ici à Montréal. François. Merci. Dans le fond, rapidement, je pense que pas mal tout le monde a entendu parler de Guy Blouin qui a perdu la vie le mois dernier à Québec. En gros, qu'est-ce qu'on sait de son histoire, c'est qu'il se promenait en vélo. Apparemment qu'il était dans un contresens, ce qui fait que des patrouilleurs de la police de Québec qui ont trouvé que c'était une bonne idée de reculer à fond la caisse puis de y rentrer dedans avec leur voiture. D'après certains témoignages, ils auraient roulé dessus plus qu'une fois. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils l'ont embarqué après l'avoir frappé avec leur char et il a fini par décéder dans les heures qui ont suivi. Ce qu'on sait aussi suite à ça, ça fait pas longtemps, la SQ est chargée de l'enquête parce que malgré que le gouvernement a annoncé la création d'un bureau d'enquête indépendante il y a déjà au moins 2 ans, ça n'existe toujours pas et on ne sait pas trop si ça va arriver en 2015, en 2016, mais bref, pendant ce temps-là, le monde qui se font tuer par la police, ça continue d'être la police qui enquête sur leurs collègues en se protégeant, comme on sait, et comme on dénonce depuis des dizaines d'années ces pratiques-là. Puis on sait aussi que le chef de police est sorti dans les médias en disant que c'était sûrement un accident selon lui, et que les policiers ne se lèvent pas le matin en se disant « Hey, aujourd'hui, je vais aller tuer quelqu'un ». On s'entend que il n'y a personne qui dit que le policier, quand il s'est levé le matin, il s'est dit qu'il voulait faire ça. Mais ce qu'on sait, c'est que quand ils font ça, les policiers, ils répondent jamais de leurs actes. C'est ça qu'on dénonce, c'est l'impunité. Et puis non seulement l'impunité pour les crimes commis, mais en plus de ça, ce policier-là qui conduisait la voiture de la police de Québec, il a été promu au poste d'enquêteur maintenant. Alors, on nous dit, là, on ne va pas les renvoyer de la police, il faut attendre à la fin des enquêtes. Mais ils n'attendent pas à la fin des enquêtes avant de donner des récompenses aux policiers qui sont impliqués dans ces incidents-là. Il faut savoir aussi que le quartier où c'est arrivé, Saint-Roch, c'est un quartier assez défavorisé au centre-ville de Québec, où il y a beaucoup de profilage social, de répression envers les personnes pauvres et marginales. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre que l'événement qui est arrivé, qui a coûté la vie à Guy Blouin. Puis, en parlant de la ville de Québec, on se rappelle encore de Claudio Castangheta, qui est un homme qui a perdu la vie à Québec en 2007 après avoir été tasé plusieurs fois par la police de Québec. Claudio Castangheta, lui, son crime, supposément, c'est qu'il était en crise.
Il se promenait simplement sans souliers dans une épicerie. Puis bon, il y avait un comportement bizarre qui a fait qu'on a appelé la police. Puis la police, non seulement l'ont tasé, mais pendant qu'il était en détention, il continuait d'être en crise, de se cogner la tête sur les murs et tout ça. Puis les policiers n'ont donné aucune aide, ce qui fait qu'il a fini par décéder. Donc c'est pour montrer qu'à Québec comme à Montréal, c'est les mêmes histoires qui se répètent malheureusement. Donc, puis il y avait Charlotte qui était une des collègues de Claudio qui faisait partie de la coalition depuis le début. Là, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on pense toujours à Claudio et à ses proches. Prochainement, on va juste avoir une petite mot de plus de Josiane, puis elle va être rejointe aussi par Gabi de parler un peu plus à propos de Jean-François Nadreau. Oui, en fait, le frère et le père de Jean-François sont ici, puis je voulais féliciter son papa, parce que je crois que c'est la personne la plus âgée du public, puis il s'est déplacé aujourd'hui pour venir. Je voulais juste qu'on le félicite pour ça. Merci tout le monde. Bonjour, je m'appelle David, je suis un ami à Jean-François et à Josiane, ainsi qu'à son frère, sa famille. Et puis, je peux dire que, connaissant Jean-François, je sais qu'il peut assurer qu'il n'était d'aucune menace pour les policiers au moment qu'il a été abattu. Et puis aussi que j'ai été très surpris en voyant que c'était lui qui avait été la cause de la répression policière. Et puis j'ai aussi, quand j'ai vu à TVA le titre la première journée que c'était arrivé, sans qu'aucune enquête ait été faite, qui était, je cite, un forcené abattu par les forces de l'ordre, et ainsi qu'une photo qui avait été directement prise de sa page Facebook, qui était une photo de Halloween. L'Halloween, une photo d'Halloween, donc qui a été prise pour soutenir la citation. Donc j'ai un peu plus compris le rôle que les médias pouvaient tenir. Et puis ensuite, quand j'ai vu qu'aucun soutien psychologique n'avait été donné à Jean-François pendant l'intervention, ni à sa famille qui était sous le choc après l'intervention, j'ai un peu plus compris les modes opératoires et la philosophie de cette force de l'ordre. Et quand j'ai vu des milliers d'étudiants se faire tabasser à coups de bâton, de grenades à hauteur de tête, de balles en caoutchouc et même de chevaux, et sans qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise, et que je vois seulement maintenant 4 cadres du SPVM suspendus sans solde, ce qui est rarissime, pour avoir laissé des membres de la fonction publique exprimer leur mécontentement face au projet de loi 3, qui est ni moins qu'un vol de la retraite des membres de la fonction publique, sous prétexte de régler le déficit contracté en majeure partie lors de la crise financière de 2008. Alors, on dira que ces cadres ont fait preuve de laxisme, mais jamais on entendra les revendications et jamais on considérera qu'il y a vraiment fait preuve de laxisme entre les travailleurs et les élus. Et bien, quand je vois tout ça, je comprends mieux quel est cet ordre, que l'on s'attend à ce que nos forces de l'ordre défendent. Et une chose m'apparaît claire, elle ne représente ni la démocratie ni les citoyens du Québec. Merci. Merci beaucoup et merci à tous vous autres aussi d'être ici. C'est très puissant. Next up, we're going to hear from Jody Clayman, who's going to be speaking about Danielle Salter, who was beaten and tasered by the police in New York. Thank you. Very nervous.
J'ai préparé quelque chose à vous dire. Je suis américaine, mais immigrante ici depuis une vingtaine d'années. Donc mon français est bon et je vais vous lire une traduction de ce que je vais dire. Mais si vous me permettez, j'aimerais commencer dans ma langue maternelle où mes idées sont peut-être mieux exprimées. First of all, thank you for letting me speak today. I'm here because a friend of mine was killed by the police in New York State on September 20th, 2014, so about a month ago. It's still very raw and painful, and while we remember those who have died in Quebec, I am touched to be able to speak about my friend who died very close by, separated only by a border. The problem of brutality is a worldwide issue, and that is why I think it is important to be with you today. Danny and I were friends in junior high and high school, and we saw each other a few times. A few times after that, including at our 20th high school reunion not very long ago, where we laughed our way through the entire event. We grew up in the same small town, and we were part of each other's permanent backdrop of dear friends. Our memories go way, way back, and we share an important part of our lives. He went on to live his life, and I mine, having loves and children and ups and downs. But I always knew he would greet me with a giant hug and a smart-ass comment. My friend had a bad night on September 20th, and the police were called to his home for a disorderly conduct call. 6 officers beat and electrocuted him with tasers, and he had a cardiac arrest on his front lawn. He was unarmed. Sorry. Apparently other officers may have watched on while this happened. Reports are now surfacing that he was beaten publicly while handcuffed. Danny was a peaceful, faithful, sweet, hilarious person. He had dear friends in New York, and he was a local businessman there for many years. He came from a community that watched him grow and nourished him. His death was felt deeply by scores of loved ones who came to his funeral a couple of weeks ago. They were both grief-stricken, but also in shock and disbelief and anger that one of our own had been taken in this way. We wish that law enforcement would first act with compassion when a person is in distress and use any and all measures before those physical and lethal ones they chose to use on my friend. If an officer does use deadly force and someone passes, that officer should be suspended pending an investigation, and this is not the law in New York State. The officers who did this were right back to work. We call for an independent commission to study Danny's case immediately, and we hope that local public officials will pay close attention to this case and make sure that Danny's family receives justice for their suffering. He leaves behind a little boy who's 11, a daughter who's 24, a loving girlfriend, his parents, his brother, and many friends. Now I'll try my French. I'll try. Sorry, I'm shaking. Aujourd'hui, nous sommes là pour... pardon, j'ai perdu ma phrase. Aujourd'hui, nous sommes là... merci de me permettre de parler aujourd'hui. Je suis ici parce qu'un de mes amis proches a été tué par la police dans l'État de New York le 20 septembre 2014. Pendant que nous rendons hommage aux personnes tuées au Québec, je suis touchée d'avoir l'occasion de parler de mon ami, qui est mentalement proche d'ici, séparé seulement par la frontière entre nos pays. Danny et moi, nous étions amis au secondaire à partir de l'âge de 12 ans et on s'est vus à plusieurs reprises au cours des années, y compris lorsqu'on s'est réunis pour fêter les 20 ans de notre graduation du secondaire. Nous avons ri tout au long de cette fête, comme d'habitude. Nous étions élevés dans le même petit village dans le Vermont et nous faisons chacun partie de tous les souvenirs d'adolescence, partageant les mêmes amis proches. Nos souvenirs de cette époque sont les mêmes et nous partageons une partie importante de nos vies. Il a vécu sa vie et moi le mien, ayant des enfants, des amours, des bons moments et des moments difficiles, même si on se voyait rarement. Quand je le voyais, il me prenait dans ses bras et disait quelque chose qui me faisait rire. Mon ami a eu une nuit difficile le 20 septembre et la police a été appelée à sa résidence dans le village de Boston Spa pour conduite désordonnée. 6 policiers l'ont battu et l'électrocuté et il est mort d'une crise cardiaque. Apparemment, d'autres policiers auraient regardé tout l'événement sans protester. Maintenant, on me dit qu'il était même battu, menotté. Danny était un homme qui croyait dans la paix, qui faisait rire les gens, un homme fidèle, doux et tellement drôle. Il était fils, père, oncle, amant et l'ami parfait.
Il avait des amis qu'il adorait dans sa communauté à New York et il était un homme d'affaires dans ce coin pendant des années. Il vient d'une communauté dans le Vermont qu'il a regardé grandir et qui l'a nourri. Sa mort a été ressentie par beaucoup de gens qui l'aimaient et ils se sont manifestés à ses funérailles. Ils étaient remplis non seulement de douleur, mais aussi de colère, de choc et d'incrédulité que quelque chose comme ça aurait pu arriver à un des nôtres. Nous souhaitons que la police agisse avec tous les moyens possibles, à part celles qu'ils ont choisi cette pays-là contre notre ami. Si un policier tue quelqu'un, il devrait attendre l'enquête avant de reprendre ses fonctions, et ceci n'est pas le cas dans l'État de New York. Les policiers en question sont retournés tout de suite au travail. Nous voulons une enquête indépendante et immédiate. Dans le cas de M. Daniel Sater, nous espérons que les fonctionnaires publics locaux portent une attention particulière à ce cas et que sa famille reçoive de la justice pour leur souffrance. Merci, Jolie. On a juste quelques autres discours, puis probablement une chanson, et on va finir. Mais juste mentionner que, comme j'ai dit, ça c'est la 5e année que nous sommes ici. C'est sûr qu'on va être ici une 6e année. Mais je veux mentionner aussi qu'on a eu un rassemblement ici au mi-août. On a eu un rassemblement ici mi-août, pas organisé par notre coalition, mais organisé par des militants ici à Montréal pour ce qui se passait à Ferguson. Je pense que c'est important de mentionner ça parce qu'on choisit cette bâtisse pour une raison particulière, c'est la Fraternité des policiers et policières, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette place. Et c'est ici où les policiers essaient de faire des choses pour assurer qu'il n'y a pas de justice dans les différents cas des Bavures policières. J'ai mentionné aussi qu'on a des autres photos. C'est des photos des 43 disparus, des personnes qui sont soupçonnées d'être tuées par la police de Montréal. Alors, je vais passer la parole à Patricia. Au Mexique, qu'est-ce que j'ai dit? De Montréal. Au Mexique, je m'excuse. Au Mexique. Et je vais passer la parole à Patricia. Bonsoir. Nous, on vient de finir un meeting aussi qu'on a eu à la place Émilie Gamelin à côté du métro Berriocam. Et nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on veut dénoncer aussi la brutalité policière de mon pays. Le 26 septembre, je vais vous faire une petite histoire. Le 26 septembre, il y a eu 56 élèves qui sont sortis à la rue comme nous aujourd'hui pour militer. Ils s'opposaient à l'injustice et à l'abus des autorités. Et ils ne sont jamais retournés chez eux. Ils ne sont jamais retournés chez eux. Et si c'était mort la même, et 43 maintenant, ils se retrouvent encore disparus. Et les semaines après, les journées après de la disparition de les enfants, parce que je dis des enfants parce que c'était des jeunes personnes de 17 à 22 ans, et étudiantes, brillantes, et très engagées, avec beaucoup de conscience sociale. Ils ne sont jamais retournés, alors on les cherche. Au Mexique, on a trouvé à date 19 fosses clandestines avec presque 200 personnes enterrées, toutes grâce au crime organisé, que c'est la police aussi. C'est les mêmes. Le matin, ils sont des policiers. Le soir, ils travaillent pour le crime organisé. Et ils sont brûlés, les garçons. Quelques-uns étaient encore vivants. Et à quelque sorte, il y a un garçon, c'était terrifiant. Ils sont arrachés tout son visage. Ils sont sortis ses yeux. Ils les ont jetés comme un chien à la rue pour les laisser comme exemple. Le gouvernement, il veut faire ça pour que le monde comme vous et comme moi, on ne sort pas à la rue comme cette garçon d'Ayotzinapa. Ils ne sortent pas à la rue, ils n'exigent pas leurs droits. Ça ne peut plus continuer. Mexique, il est devenu, on a trouvé les dernières années 700 fosses clandestines où les policiers y enterrent leurs victimes. Et c'est ça la chiffre que le gouvernement est en train de nous donner. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, non, c'est pas vrai. Il y a plus que ça.
il y a 300 000 personnes disparues. Tout grâce à criminel organisé, que c'est la police et c'est le gouvernement. Alors, merci beaucoup pour m'écouter. Je suis ici pour représenter à les 43 élèves qui viennent de disparaître, mais surtout pour représenter à tout un peuple qui est en train de vivre un génocide dans ce moment-là que je vous parle. Et il faut qu'on sorte à la rue, je m'exige au gouvernement un peu de nous écouter. On est des humains, nous aussi. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un autre pays que le Mexique arrête d'exister. Au Mexique, il y a beaucoup d'humains qui souffrent à tous les jours. Je vous invite aussi, aujourd'hui, le 1er novembre, c'est la fête des morts dans mon pays. On va fêter les morts à la place encore Émilie Gamelin à 5 heures. Nous allons fêter les morts comme on les fête chez nous. On va faire une cérémonie, vous allez voir notre culture. Je vous invite parce que c'est toutes les Latino-Américaines que nous faisions la même chose avec nos morts. Alors je vous invite à nous rejoindre le 1er novembre. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi à changer les choses. Aidez-moi que ça fasse justice. Aidez-moi à que les personnes il n'y a pas de punition pour eux. Aidez-moi que l'impunité soit plus le cas. C'est fini, on est tanné. Merci beaucoup. Changement de batterie, battery change. Be right back live in 2 minutes. De retour dans 2 minutes. La coalition pour les victimes de